Bonjour à tous. Donc, on vous remercie de vous connecter aujourd'hui pour le webinaire Vie ta vie. Je ne me suis pas trompée pour une fois. Nous allons commencer avec Virginie par se présenter parce que nous sommes les deux animatrices aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, je te laisse te présenter, Virginie. Virginie Tijoux. Alors moi, je suis case manager sur une équipe mobile ressources et appui sur le territoire de Mauche Communauté. Et j'ai un deuxième dispositif, c'est un pôle de compétences et de prestations externalisées sur tout le département du Maine-et-Loire. Ces deux dispositifs sont portés par Vive. Christine Ciotat, donc je suis animatrice au niveau de la communauté de pratique situation complexe de handicap. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu juste au niveau organisation. Donc, on démarre sur un temps de 1h30 avec 1 heure d'intervention et de témoignage des professionnels qui sont présents autour de la table. Et puis après 30 minutes laissées au débat et aux questions que vous auriez, mais aussi, vous pourrez aussi amener vos propres expériences parce que le terrain fourmille d'idées et de projets. Donc, n'hésitez pas à nous partager aussi ces temps-là. Un chat est ouvert et il est pris en compte par Aurélie Godefroy, qui est coordinatrice de la plateforme PHV Avantage que vous voyez sur l'écran et sur le 44, et Aurore Dallet, qui est coordinatrice de parcours et conseillère parcours à la C360 44 également. Vous pourrez poser vos questions et réflexions au fur et à mesure et nous le reprendrons en fin d'intervention. On a aussi pris en compte les questions que vous aviez posées dans les questionnaires et donc, c'est pour ça qu'on vous demande en fait de couper vos caméras et micros parce que en fait, ça va être enregistré la première heure d'intervention et ça va être mis en replay au niveau du site de Coopère, voilà, de site de la coop sur Coopère. Donc, ce webinaire, il a été mis en place par un groupe de travail qui a démarré en 2023. Donc, on était une 15 à 20 personnes qui composaient donc ce groupe de professionnels de différents horizons. Donc, organismes gestionnaires liés au vieillissement, mais également liés au handicap. Et il faut savoir que les professionnels viennent des 5 départements de la région des Pays de la Loire, ce qui est très intéressant parce que les réalités sont vraiment très différentes d'un territoire à un autre. Nous avons été également accompagnés par Monsieur Hugues Albert, chargé de projet, relations acteurs et territoire, département parcours des personnes en situation de handicap de l'ARS. Ce dernier a quitté ses fonctions fin mai et dorénavant, nous serons accompagnés par Madame Bilot, Marie de l'ARS. Un premier temps de diagnostic a été réalisé à la fois en interne du groupe, avec les compétences de chacun, et par l'envoi d'un questionnaire adressé aux structures d'octobre 2024 à décembre 2024. 310 envois du questionnaire ont été diffusés sur les établissements liés au handicap, avec 63 réponses, et les établissements du vieillissement, 141 envois et 15 réponses. Il y a un constat, alors au départ, ça a été formulé comme ça, le handicap fait peur. On pourrait peut-être le formuler autrement. En tous les cas, ça amène des questions différentes dans l'accueil de la personne. Par ce questionnaire, en fait, des besoins ont été exprimés en termes de formation, d'interconnaissance, de besoins de personnes ou équipes ressources, de connaissances sur les signes du vieillissement et des différents handicaps, et des spécificités d'accompagnement. D'où la construction du témoignage d'aujourd'hui, qui apporte des premiers éléments, on va le voir, basés sur l'immersion et la création d'espaces de transition. Il met en lumière la mise en place d'un réseau et la co-construction de possibles ajustés et variés, un décloisonnement, un échange de compétences entre professionnels, une émulation en intra- et interstructure. Nous allons laisser la parole à Véronique Cayado, responsable d'études à Lab Autonomia et docteur en psychologie, qui va amener une lecture de ces enjeux liés au vieillissement. Tout à fait. Merci Virginie, merci Christine et bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc avant d'aborder finalement ce qui sera le cœur de ce webinaire, moi je vais vous parler du vieillissement de manière plus générale. Le vieillissement de la population, c'est un changement majeur au niveau de la société. C'est la première fois de l'histoire de l'humanité que la part des plus âgés va être aussi importante dans la société. Et ça s'explique
on va dire grosso modo par trois facteurs qui interviennent en même temps. Une natalité en berne, un allongement de l'espérance de vie et un allongement de l'espérance de vie qui a notamment beaucoup profité aux générations très nombreuses qui sont nées après-guerre, les fameux baby-boomers. Et c'est la conjonction de ces différents éléments qui expliquent ce vieillissement de la population. Actuellement, on est à peu près à 22% de plus de 65 ans en France. C'est à peu près une personne sur cinq, donc il y a plus de 65 ans. Et avec justement cette arrivée à des âges plus avancés des premières générations du baby-boom, donc qui arrive autour de 80 ans, bah, il y a une accélération du vieillissement de la population avec 2030 qui est en warning un petit peu, parce que c'est là que ces nouvelles générations arrivent, et une accélération qui va se poursuivre 2040, 2050, 2070. Et donc le vieillissement de la population, c'est bah, de plus en plus de personnes âgées, mais surtout qui vivent de plus en plus longtemps. Parce que c'est vraiment chez les plus âgés qu'on va observer le boom en fait, de nombre de personnes. Et pour vous donner une illustration, actuellement, on est à peu près autour de 30 000 centenaires. En 2070, on sera autour de 270 000 centenaires. Donc, vieillissement de la population, c'est un enjeu majeur. Pourquoi? Parce que bah, déjà, ça implique une organisation de la société un petit peu différente. Puis même si c'est des enjeux qui sont connus depuis longtemps, on ne les a pas anticipés. Et c'est un enjeu aussi parce que même s'il n'y a pas d'association entre le vieillissement, c'est pas la maladie, c'est pas la dépendance, mais c'est un risque plus élevé, effectivement, avec le vieillissement avancé, de développer des maladies, d'être en situation de dépendance. Et c'est pour ça que ça interroge beaucoup nos sociétés. Actuellement, alors pour identifier la part des personnes âgées dépendantes, on se base généralement sur le nombre de bénéficiaires de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. On est autour de 7% de la population des plus de 60 ans qui sont bénéficiaires de l'APA. Ça sera plus de deux fois plus en 2050. Donc on voit la forte progression à venir des personnes âgées dépendantes. Et après, ça varie en fonction des tranches d'âge forcément, parce que plus on vieillit, plus on a un risque élevé. Mais de 60 à 79 ans, on est à peu près autour de 2% de bénéficiaires de l'APA. De 80 à 89, on tourne autour de 18%. Et c'est à partir de 90 ans qu'on est autour de 50% de bénéficiaires de l'APA. Alors là, ce sont des chiffres. Il me semble important de rappeler finalement que le vieillissement, c'est avant tout un processus biologique naturel. Personne n'y échappe, hein. Et ce qu'on sait moins, c'est que c'est un processus qui commence assez tôt dans le parcours de vie. Les spécialistes le situent à peu près autour de 25-30 ans. Donc, voilà, c'est un démarrage assez précoce finalement. Mais c'est plutôt les effets, le quand les effets vont apparaître qui est différent d'un individu à un autre. Et ça, c'est aussi un point très important, c'est de rappeler que personne ne vieillit au même rythme. Déjà, nous-mêmes, à l'intérieur de nous, j'allais dire, nos organes, nos tissus ne vieillissent pas au même rythme. Et certains organes, certains s'abîment plus vite et ils vont avoir des effets un peu de manière systémique sur tout le reste. Mais on ne vieillit pas au même rythme parce que bah, le vieillissement, ça dépend de tout un tas de facteurs, des facteurs génétiques, mais pas que, loin de pas que, j'allais dire. Il y a les comportements aussi qu'on met en œuvre tout au long de notre vie et puis bien sûr l'environnement. Les stresseurs qui peuvent exister dans l'environnement dans lequel on évolue, à la fois des stresseurs physiques, mais aussi des stresseurs enfin, socioculturels. Et moi qui ai beaucoup travaillé sur la notion d'agisme, les représentations, les stéréotypes qu'on a du vieillissement et qui sont majoritairement négatifs, et ben tout ça, ça va impacter aussi le processus de vieillissement de chacun à des niveaux différents. Dans la même lignée qu'on ne vieillit pas au même rythme, il me semblait important aussi de rappeler que l'état de santé qu'on a en vieillissant, c'est pas que l'effet du processus naturel de vieillissement biologique, c'est aussi en interaction avec les effets des maladies passées, les séquelles, des maladies présentes, et comme je le disais également, les conditions d'existence de chacun. C'est pourquoi on parle souvent de vieillissement prématuré ou de vieillissement précoce pour les personnes qui sont en situation de handicap. Après, l'intensité, ça varie vraiment énormément selon le type de pathologie. Il n'y a pas de généralité, mais effectivement, il y a certains troubles qui sont plus associés à un vieillissement précoce, comme la trisomie 21 par exemple.
À travers cette introduction, j'ai voulu un peu insister sur le fait que bah, tout le monde vit plus longtemps dans la société. Et la seule manière pour le moment de vivre plus longtemps, c'est de vieillir. Donc tout le monde vieillit. Et quand ça commence, bah, ça dépend. Le quand ça commence, ça dépend des individus, de leurs histoires de vie et des caractéristiques de chacun. Alors, à partir de quand une personne en situation de handicap est considérée comme vieillissante, de la même manière, il y a beaucoup d'hétérogénéité. Cela étant, dans le secteur et les professionnels médico-sociaux de manière générale situent, et je crois que ça ressortait dans le questionnaire que tu évoquais, Christine, de 2024, l'âge du vieillissement des personnes en situation de handicap est généralement situé autour de 45-50 ans où là, comparativement, un gériatre, pour lui, sa patientèle, c'est à partir de 75 ans. C'est à partir de 75 ans qu'ils identifient les premiers troubles, les premiers signes de fragilité liés au vieillissement. Donc, on voit un décalage ultra important. Et je me permettrai une petite parenthèse à cet endroit-là pour signifier aussi que le seuil à partir duquel finalement on dit qu'une personne est vieillissante, eh ben, ça dépend beaucoup, beaucoup comment dire, de l'univers de référence. Quand je parle de 45, 50 ans ou de 75 ans, on est plutôt dans un univers de référence médical. Mais avec d'autres lunettes, le seuil, il est complètement différent. Quand on se réfère aux politiques, par exemple retraite, où le sujet, le seuil, justement, est très discuté, on se situe plutôt autour de 65 ans. Les politiques vieillesse ou handicap, elles tranchent à partir, la limite, c'est 60 ans. Donc, on voit que c'est encore différent. Dans le monde du travail, voilà, on est senior plutôt autour de 45 ans. Donc, selon finalement l'univers de référence, on a des seuils qui sont différents aussi. Il y a à la fois le processus de vieillissement qui est effectivement un processus naturel très différent d'un individu à un autre, et puis il y a aussi le vieillissement en tant que construction sociale et que chaque culture finalement appréhende ou construit sa propre représentation de l'avancée en âge. Donc, vu que tout le monde vieillit, ben forcément, les personnes en situation de handicap sont de plus en plus nombreuses. On n'a pas forcément beaucoup de chiffres, mais il y en avait quelques-uns que je voulais présenter aujourd'hui. Le nombre de bénéficiaires de l'AAH de plus de 50 ans, elle a augmenté selon la Cour des comptes de 55% entre 2011 et 2019. Et si on prend les travailleurs ESAT de plus de 50 ans, on est à peu près autour de 25% aujourd'hui, alors que l'adresse en 2010 évaluait à peu près la part des plus de 50 ans travailleurs ESAT à 18%. Donc on voit effectivement une évolution importante. Et forcément, comme tous les enjeux autour du vieillissement, ces changements démographiques, eh ben, même s'ils sont connus depuis longtemps, ils viennent interroger, mettre à mal l'organisation et la structuration des établissements sociaux, médico-sociaux, avec justement la répartition, enfin la séparation un petit peu historique entre politique du handicap et politique du vieillissement. Eh bien, tout ça, c'est un peu réinterrogé. Et pour les personnes, c'est un risque aussi accru de rupture de parcours. Donc ça soulève des enjeux très importants avec des difficultés structurelles auxquelles se rajoute également une absence de pilotage au national des solutions qui peuvent être mises en place pour les personnes handicapées vieillissantes. Par exemple, pour les UPHV, il n'y a pas de cahier des charges national unique, pas plus de programme national pour établir le nombre de places. Donc, résultat, non seulement il y a un manque encore de solutions adaptées pour ces situations, mais il y a aussi, et je pense que vous allez en parler par la suite, des différences très importantes selon les territoires, en termes justement d'offres d'accompagnement spécialement conçues pardon, pour ce type de personnes. Donc, du coup, il y a des différences importantes. Il y a certains départements qui disposent de plusieurs unités spécialisées, comme en Maine-et-Loire, et d'autres qui en possèdent aucune. Il y a certains départements qui privilégient plutôt des unités qui sont intégrées dans les EHPAD et d'autres qui développent des dispositifs au sein de foyers de vie, donc plutôt de maintien en foyer de vie. Donc, beaucoup de différences.
Et difficulté aussi, je vous disais, il n'y a pas de support national, mais d'avoir des chiffres aussi de comparaison. C'est-à-dire, comme il n'y a pas de données qui sont portées au national, et ben, elles sont dispersées un peu partout. C'est difficile de pouvoir avoir des zones de comparaison, en fait, pour pouvoir identifier des départements ou des territoires plus en difficulté sur ces sujets. Au sein de l'ARS Pays de la Loire, j'ai pu noter donc qu'il y a des actions, en tous les cas une politique qui est engagée déjà depuis les années 2010 avec un plan d'action spécifique pour les personnes âgées vieillissantes, pardon. Et donc voilà, donc je voulais finir par ces difficultés qui s'ajoutaient avec ces différences territoriales et qu'on retrouve aussi dans le champ des politiques vieillesse de manière générale. Donc voilà, j'en ai fini pour cette introduction et je vous laisse poursuivre sur les échanges du webinaire. Merci beaucoup, Véronique, pour ton intervention. J'espère que je n'ai pas trop dépassé. Non, c'était parfait. Comme nous vous l'indiquions, des constats ont été relevés sur la région par le biais du questionnaire et la réflexion du groupe. La notion de déconstruction de la représentation a été un élément repéré. Il a été nommé de plus l'intérêt d'apporter des éléments de connaissance sur le vieillissement et du handicap et de faciliter les transitions. C'est pourquoi une programmation a été envisagée et nous vous en dirons plus après les interventions parce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues pour répondre aux besoins. Et aujourd'hui, une première session. Alors, 3 structures, EHPAD, foyer de vie, UPH, partageront leur expérimentation immersive Vie ma vie. À travers leurs retours concrets, elles vous plongeront dans leur démarche, leurs constats et les enseignements tirés du terrain. Nous vous laissons la parole et le temps, bien sûr, de vous présenter et de dire qui est qui, en fait, autour de la table. Marianne? Alors, donc, je m'appelle Marianne Dudoué-Castel, je suis infirmière coordinatrice à la Fondation Saint-Jean-de-Dieu pour l'établissement Regina Mundi et ma mission est de préparer l'ouverture des UPHA-UPHV pour le mois de septembre. Fabienne? Moi, Fabienne Michaud, je suis AMP actuellement à l'UPAD de la résidence Longevinière à la Jumelière et je vais faire partie de la future équipe UPH à Regina Mundi à la Salle de Pied. Voilà. Anita? Donc, Anita Beneteau, aide-soignante à Regina Mundi à l'UPAD, et je vais intégrer au mois de septembre l'unité UPH. Sandrine? Sandrine Rétoré, je suis coordinatrice de parcours au sein de l'ADAPI 49 et plus particulièrement sur le territoire choletais qui comprend plusieurs établissements et services, dont un foyer de vie, un foyer d'accueil médicalisé et un foyer d'hébergement SAVS, SAMSA et centre d'activité de jour. Brigitte? Alors moi, Brigitte Asfeld, j'ai travaillé 37 ans et demi exactement au foyer La Chauvière et j'ai participé aux nombreux échanges entre l'UPHA du Val-de-Moine et le FH et le foyer. Et j'ai fait une journée immersion à l'EHPAD. Et merci de revenir pendant la période de retraite. Et on voulait faire aussi une petite mention à Émilie Moreira, qui nous a vraiment, qui a fait partie du groupe et de réflexion et de construction de ce webinaire, qui est coordinatrice UPHA, résidence le Val-de-Moine sur Cholet, sur le 49. Et qui qui ne peut pas être là aujourd'hui, hein, mais elle fait vraiment partie de cette construction de webinaire. Donc, merci. Bon, finalement, ce qui nous intéresse, hein, c'est quels étaient vos intérêts communs et qu'est-ce qui vous a rassemblé sur ce projet des immersions. Nous, en fait, sur Regina Mundi, à la Salle de Vie, on est en reconstruction sur site donc depuis quelques années, avec une transformation de places et de l'offre en fait qui était prévue, donc 28 places d'EHPAD qui se transforment en 28 places d'UPHA UPHV, donc 15 places UPHA et 13 places UPHV. Une partie de l'équipe, du coup, travaillait déjà sur site, a été recrutée en interne pour ces unités, donc comme Fabienne et Anita, qui ont été sur un recrutement interne. Et donc, ensemble, avec ces salariés, on forme une équipe, une petite équipe pour l'instant, mais on prépare depuis 1 an et demi, du coup, les unités UPH, leur fonctionnement, leur organisation au quotidien.
Et c'est vraiment ça, parce qu'on a eu besoin, en fait, nous, d'un éclairage quand même sur la connaissance du handicap, sur l'accompagnement proposé dans les UPHA et sur les organisations concrètes. Et c'est ce qui nous a amené à faire appel un peu à nos partenaires. Fabienne, Anita, est-ce que vous voulez me compléter? Moi, j'ai trouvé, enfin, le fait d'avoir eu l'opportunité de travailler avec le public personnes handicapées, c'était aussi un renouveau, une découverte d'une nouvelle façon de travailler. Donc, c'était très motivant de se poster sur cette unité pour faire des accompagnements différents de ce qu'on fait actuellement. Donc, voilà, c'était le but. Voilà, en fait, avoir un autre accompagnement, un autre public, en fait, un autre regard. Merci. Merci. Sandrine, Brigitte? Mais nous, l'intérêt, il vient des constats qu'on observait au quotidien et puis des constats de personnes en avancée en âge, nos établissements. Il venait aussi des observations et de ce que pouvaient aussi nous dire certaines personnes qu'on accompagnait, qui souhaitaient avoir un autre projet de vie, être plus calme. Voilà, c'est ce qu'elle pouvait nommer. Donc, c'est vrai qu'on a, ensemble, on a entamé toute une démarche de réflexion sur cette thématique de l'avancée en âge. Et puis, on avait aussi des constats et des observations, voilà, des échanges qu'on avait aussi avec les familles, avec les professionnels ensemble, sur des représentations qu'on pouvait avoir sur le secteur de personnes âgées et plus particulièrement les EHPAD, avec peut-être des interrogations sur le ratio de personnel, sur une éventuelle perte d'autonomie, sur la participation sociale, voilà, qu'est-ce qu'il en était dans les EHPAD par rapport à nous, nos structures médico-sociales. Donc, là, ça venait vraiment se questionner. Donc, voilà, de tous ces questionnements, toutes ces craintes, on s'est dit que c'était bien de pouvoir voilà, travailler cela en interne, mais aussi d'aller voir, voilà, notamment sur l'EHPAD et l'UPHA du Val-de-Moine, comment on pouvait travailler cette question-là et se rencontrer. Alors, Sandrine a déjà dit beaucoup de choses. La démarche, c'était aussi pour rassurer les familles et puis d'abord aussi rassurer les résidents accueillis au sein de l'établissement de la Chauvière. Mais c'est vrai que certains ont pu dire qu'ils avaient plus besoin, moins de stimulation, pas le même rythme, besoin de calme, que les jeunes qui arrivaient faisaient du bruit parfois, donc ça, c'était plus du tout l'environnement ne leur convenait plus. Et puis, les rencontres avec l'EHPAD du Val-de-Moine ont permis aux équipes, comme aux personnes, d'avancer dans leur réflexion et leur représentation. Et le fait d'avoir eu des échanges aussi, du coup, les personnes étaient rassurées qu'il y avait un ailleurs qui existait en dehors du foyer d'Annon-Chauvière. Voilà, je pense que j'ai dit. Émilie, en fait, elle nous disait c'était une fierté de pouvoir s'engager dans cette démarche et d'apporter leur expérience au niveau de la structure. C'était faciliter la transition pour les personnes et leurs familles. Elle en voyait tout l'intérêt et faciliter la transmission de connaissances, qui était aussi un autre point important. Donc, on voit bien que ces intérêts communs partent d'un changement d'organisation, de demande du public qui évolue et une adaptation qui devient nécessaire, indispensable. Ce qui est également intéressant, c'est que ces changements sont accompagnés. Enfin, on va le voir justement, ils ont été accompagnés. Et ça crée une réappropriation par chacun. Et alors, c'est l'envie qui est présente. Il y a une énergie particulière qui s'y installe. Une des premières questions, c'est sûr qu'on se pose, c'est on commence par quoi? Donc, quelle a été ta démarche, Marianne, dans la mise en place de cette immersion? En fait, de mon côté, c'est vrai que j'avais besoin de comprendre un peu tous les besoins, les raisons d'être des UPH et aussi les différences entre les UPHA et UPHV. C'est vraiment la question un peu qui m'animait aussi au départ.
et puis de voir les organisations concrètes. Donc de mon côté, face à ce besoin, et je dirais même à cette grande envie, j'ai pris contact avec les partenaires du handicap du territoire que je suis allée rencontrer et je suis allée voilà, en immersion moi-même en fait, mais sans parler d'immersion, je me suis dit que je partais en visite chez les partenaires. Et puis, quand on a commencé à travailler ensemble avec l'équipe, en fait, je leur ai apporté ce que j'avais pu voir, les connaissances que j'avais acquises, mon expérience. Mais dans l'échange, je sentais bien qu'en fait, il leur manquait quelque chose et il leur manquait certainement une représentation beaucoup plus précise, en fait, que juste mon report d'informations. Et c'est comme ça que qu'a germé l'idée d'aller sur les immersions. Voilà. Proposer en fait aux structures partenaires des immersions de mon équipe finalement. Et tous les partenaires ont été hyper partants pour ça. Voilà, juste parfois sous condition, par exemple, d'une convention qui n'existait pas encore, quelques petites choses à travailler avant, mais on s'est vraiment mis en lien et la construction des immersions a été partenariale elle aussi à partir de ce moment-là. Merci, Marianne. Sandrine, pour le foyer de vie, pour le foyer d'accueil médicalisé, le foyer d'hébergement, le partenariat était déjà engagé, vous, avec le Val-de-Moine. Mais comment ce partenariat il s'est mis en place? Et aujourd'hui, sur cette question de la transition et du partage de connaissances, qu'en est-il? Ben, effectivement, le partenariat est engagé, voilà, d'abord sur le FH parce que, comme le disait Véronique tout à l'heure, il y a la question du travail et de la retraite qui se posait. Donc, c'est vrai que voilà, il y avait déjà à l'ouverture de l'EHPAD de Val-de-Moine en 2016 et du coup l'ouverture de l'UPHA, ce travail qui s'est fait voilà, avec plus particulièrement le FH et les personnes arrivant à la retraite et qui avaient un autre projet de vie. Puis, nous, avec nos constats sur le foyer de vie et le foyer d'accueil médicalisé qu'on avait fait, voilà, on s'est dit, voilà, en 2021, on avait un peu commencé un peu comme tu l'as fait, Marianne, à aller voir, hein, à aller visiter des EHPAD avant l'ouverture du Val-de-Moine, à aller rencontrer, voilà, comment ça se passait. Et c'est vrai qu'avec l'ouverture du Val-de-Moine, eh ben, ça s'est enclenché du fait de la proximité un peu plus ce partenariat. On a un peu plus structuré en 2021 avec effectivement une convention qu'on a passée avec le Val-de-Marne et l'UPHA avec différents axes de travail, j'oserais dire comme ça, tant au niveau des professionnels qu'au niveau des personnes accompagnées pour faciliter cette transition et qu'elle soit dans la continuité de ce que tout le monde connaît dans le secteur du médico-social, dans sa vie. Donc c'est vrai qu'on a accès sur notre travail sur tout un plan sur des immersions, donc on dira tout à l'heure un petit peu, et ce qui facilitait l'interconnaissance entre professionnels, mais aussi de l'interconnaissance entre personnes accompagnées, aussi bien dans nos structures que à l'UPHA, les l'EHPAD du Val-de-Moine, avec des temps de rencontre, des temps d'activité ensemble. Et puis, on a aussi accès sur pouvoir échanger sur nos expertises communes. Nous étions plus experts sur le domaine du handicap, mais les l'EHPAD du Val-de-Moine plus experts sur le champ du vieillissement. Voilà, pouvoir mutualiser nos compétences mutuelles et on s'est fait voilà, de l'auto-formation voilà, entre nous sur des temps formels, mais aussi sur les immersions, voilà, qui a contribué à ce qu'on monte en compétences et puis faciliter cette transition et cette continuité dans le parcours de la personne. Merci Sandrine. Lors des temps d'interconnaissance, pour vous permettre aux personnes concernées de déconstruire leur représentation, faciliter les transitions en douceur avec des temps communs de partage de connaissances et savoir expérientiel. Vous avez aussi ouvert des possibilités et apporté des choix finalement multiples
une possibilité de choisir avec connaissance toutes vos structures. Et ça, en soi, c'est fort intéressant. Et alors, du coup, c'est la question. Et plus précisément. Alors, vous avez des objectifs d'observation, des outils pour récolter les informations. Alors là, on bombarde de questions là. Qu'est-ce que vous avez pu récolter comme éléments? Quelles étaient les représentations de départ? Est-ce qu'il y avait des similitudes, des différences dans la pratique et l'accompagnement de la personne? Puis lesquelles, du coup? Donc là, on va vous laisser la parole. Et puis, comment cette immersion a pu ainsi vous permettre d'aller de l'avant, de construire une organisation, de peut-être imaginer des formations ou du moins des temps de concertation? Quels impacts ça a eu dans votre organisation? En fait, quelles en sont les conséquences aujourd'hui? Et puis, on va te laisser la parole, Marianne. Dans un premier temps, il a quand même fallu commencer par construire vraiment d'un point de vue très pratico-pratique ces immersions qui, pour notre part, on ne connaissait pas encore. Et donc, par exemple, il a fallu créer la convention d'immersion. Donc, bon, on a assez classiquement pris une convention qui existait d'avance, mais qu'on a revue pour les adapter. Et puis ensuite, il a fallu aussi préciser des objectifs pour ces immersions, puisque c'était bien d'y aller, mais il fallait quand même avoir des objectifs précis, de savoir ce qu'on y recherchait. Et donc, entre autres objectifs, qu'on avait construit d'ailleurs en partenariat aussi avec les structures accueillantes. Donc, on avait mis reprise de contact ou découverte du secteur personnes handicapées pour des professionnels d'EHPAD et UPAD. Ce qui était vraiment important, puisque du coup, elles ont été recrutées il y a plus de 6 ans. Et donc, il a fallu les former au fur et à mesure et puis leur permettre quand même de redécouvrir ou de découvrir le secteur. Observation de la relation éducative, analyse des écarts et des similitudes avec la relation de soins. Découverte des activités dans le respect du rythme de vie des personnes handicapées. Observation d'une journée type, observation des temps de repas. Découverte des outils éducatifs, découverte des réunions d'équipe si possible, et observation de la formalisation, de l'accompagnement et de la mise en œuvre des projets personnalisés. Donc ça, c'était les objectifs qui ont été travaillés. Et puis, dans un second temps, en fait, il nous paraissait vraiment important d'orienter le regard pendant ces journées d'immersion, justement que ce soit pas qu'une visite, mais vraiment un temps d'apprentissage, de formation. Donc pour ça, j'avais pas de grille d'observation toute faite, donc j'ai fouillé sur Internet comme tout le monde le fait, et j'ai trouvé par bonheur le kit, donc ça s'appelait kit d'immersion de la CNFPT, qui est un centre de formation, et que je trouvais vraiment intéressant puisque du coup il avait construit le kit d'immersion en 3 moments, donc l'avant, le pendant et l'après. Et en fait, autant j'avais pensé au pendant, autant j'avais pas pensé forcément à l'avant et à l'après. Et donc, du coup, j'ai pu construire cette grille d'immersion un peu comme ça, avec un avant sur quelle représentation je me fais de ce monde du handicap, qu'est-ce que j'attends de cette journée d'immersion, un pendant avec des axes très précis d'observation, comme les projets personnalisés, les synthèses, les différences, les ressources qu'on pouvait trouver, les soins d'hygiène, les petits déjeuners, les soirées, les activités, les outils éducatifs, des questions aussi sur les logiciels, donc vraiment des choses très concrètes du quotidien et de l'accompagnement. Voilà, et tous les professionnels donc ont rempli cet avant et ce pendant, donc à 2 moments, donc sur une réunion avant immersion et ensuite sur l'immersion même. Et puis il y a eu ensuite le post-immersion avec une autre réunion post-immersion et donc le bilan un peu de ce qu'elles avaient pu y trouver. Est-ce que j'évoque là maintenant oui, ce qu'elles avaient pu y trouver. Oui, vas-y, ouais, c'est intéressant que tu poursuives dans la dynamique. Ouais. Donc, du coup, sur les immersions, le retour, en fait, était... donc, comme elles allaient quand même en redécouverte ou en découverte pour certaines de ce monde, c'est vrai que on peut ressentir comme un monde, parfois. Voilà. Du coup, on me laissera la parole. Du coup, c'est vrai qu'elles avaient... Enfin, voilà, dans leur avant-immersion, dans ce qu'elles avaient
comme crainte ou comme représentation. Il pouvait y avoir le fait que ce soit une population, par exemple, moins dépendante, plus active, et donc avec peut-être moins de faire, enfin, voilà, moins faire pour ou faire à la place d'eux. Mais il y avait aussi des représentations comme des craintes, des troubles psychiatriques ou des troubles du comportement avec des comportements envahissants. Il y avait aussi une crainte sur le trop de travail administratif, trop de rédaction, par exemple, pour les projets personnalisés. Il y avait aussi le sentiment peut-être de ne pas se sentir utile. Parce que c'est vrai que la soignante en EHPAD, et puis dans sa formation, en fait, a appris à faire pour, à faire à la place d'eux, et est habituée à ce rythme-là. Et donc, le fait de ne rien faire et d'attendre qu'on vienne nous demander de l'aide, c'était, pour certaines, la peur de se sentir inutile. Donc voilà, et sur la post-immersion, finalement, les retours étaient très positifs parce que tout compte fait, en fait, vous y avez vu, je crois, très peu de différences. Euh, Peut-être quelques différences, mais qui nous ont, nous, en fait, permis après de construire avec le CEFRAS, en fait, des formations personnalisées par rapport à justement ce qui avait peut-être été vu comme une différence compliquée à mettre en place sans formation. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a pu acter des formations. Peut-être que vous avez On a des fait, compléments. Ouais. bah, du coup, pendant les journées d'immersion, on a pu voir en fait beaucoup de similitudes sur l'organisation d'une journée. Donc, enfin, Travailler en UPAD, ouais. ça ressemble beaucoup à ce travail qu'on effectue en foyer de vie. Il y a l'accompagnement aux Collectif. soins le matin, après les accompagnements aux activités, au repas. Est-ce que Donc, il y a tu beaucoup peux de juste similitudes. nous resignifier UPAD, s'il UPAD, te c'est plaît? Unité pour personnes âgées dépendantes. Merci. Voilà. Et donc, du coup, on voit beaucoup de similitudes dans la... Les manches. Ah oui, moi, Désorientée, j'ai c'est pas été grave. désorientée, je me suis trompée, c'est désorientée, c'est pas grave. C'est pas grave. Et donc, du coup, on voit beaucoup de similitudes dans l'accompagnement, mais c'est vrai que nos craintes, comme le disait Marianne, c'était, on voulait, par les formations, en savoir plus sur le handicap, les différents handicaps qui existaient, comment, sur la trisomie, comment est-ce qu'il y avait des rituels, comment on accompagnait les personnes atteintes de trisomie, s'il y avait d'autres aussi, d'autres handicaps, voilà, est-ce qu'il y avait des troubles de comportement, comment apprendre à les gérer, voilà, on avait tous ces questionnements-là. Est-ce qu'il y avait des protocoles par rapport au traitement, comment l'équipe s'organisait sur, voilà, le fait de faire des immersions, ça a permis de mettre une réalité sur ce qu'on va faire après dans l'unité. Merci en tous les cas. Sandrine et Brigitte, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous recherchiez et quels étaient vos objectifs par rapport à ces immersions? Eh bien, nous, ce qu'on recherchait, c'était un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà, voir un petit peu comment ça se déroulait une journée à l'EHPAD, l'UPHA, mieux connaître, découvrir, faire connaissance voilà, pour avancer dans notre cheminement, les représentations, les craintes éventuelles, pour voir ce que tu disais, Brigitte, peut-être éventuellement rassurer la personne, rassurer la famille, pour qui c'était le projet d'un ailleurs vers un EHPAD ou un UPHA. Nous, on a accueilli, alors Brigitte, bah, tu parleras mieux que moi, mais elle est allée en immersion sur l'EHPAD et dans notre convention aussi, on accueille aussi sur notre établissement, sur le foyer femmes, du personnel de l'EHPAD et du Val-de-Moine. Je vais parler un petit peu par rapport à Émilie qui n'est pas là. Mais du coup, eux aussi, ils avaient des attentes, alors les mêmes que nous, hein, et les mêmes que vous. Au niveau des professionnels. Voilà, au niveau des professionnels, le déroulé d'une journée, la communication, le handicap. C'est vrai que ça venait compléter un petit peu ce que je disais tout à l'heure, l'auto-formation, le transfert de compétences qu'on s'est fait mutuellement, ça venait compléter. Et à force des immersions, en fait, ils venaient aussi pointer, eux, leur demande, c'était surtout ce qui est outil de communication qui leur manquait, que nous, on a
pas mal développé sur les plannings visuels, les pictos, le langage non verbal avec voilà le Macathon, enfin voilà tout ce qui est communication améliorée et augmentée. Voilà, c'était vraiment donc c'est vrai que quand ils viennent sur notre établissement en immersion, on essaye donc c'est sur une journée complète. On essaye que ça soit un petit peu déroulé sur les étapes de la vie clé du quotidien. Et puis, on essaye d'axer aussi la découverte de l'environnement. Et puis, vraiment, on essaye de positionner tout ce qui est outils de communication et activités. Alors, nous, c'est Macathon, hein, mais ça peut être autre chose, mais vraiment axé sur la communication. Eux, ils étaient vraiment en demande de ça. Et puis, Brigitte, vraiment moins Alors, que de l'immersion en tant sur les pattes ouais, du c'est ça, en Val tant de que Moine. professionnel Voilà. finalement de terrain. Alors concrètement, moi c'était d'abord pour découvrir une journée type en EHPAD, mais pour avoir passé une journée à l'UPHA et puis avoir accueilli une professionnelle du Val-de-Marne, on a plus parlé de la communication, comme disait Sandrine, des outils qui avaient été mis en place au foyer, Hackathon et puis des pictos. Et puis, on a aussi parlé des postures à avoir face à des troubles du comportement et pourquoi on mettait en place des temps ressources dans la journée, des temps d'apaisement. Et ce qui était aussi important, on a abordé comment soigner les transitions dans une journée auprès d'une personne en situation de handicap. Donc voilà, et puis alors je me souviens quand j'étais venue visiter il y a 4-5 ans la salle de vie, on avait vu les plans et on avait parlé de l'environnement et l'agencement des espaces pas mal avec les personnes qui nous avaient accueillis. Et on disait que la prise des repas en grand groupe n'était pas forcément conseillée. Ou alors, auquel cas, décloisonner les lieux avec des claustrats pour pouvoir pas avoir trop de visu des fois entre eux, parce qu'il suffit de peu pour déclencher un trouble. Donc, on avait pas mal discuté sur ça. Mais sinon, il y a pas mal de similitudes entre l'EHPAD et puis le foyer sur le temps clé de la journée, quoi. Oui, c'est ce Voilà. que ça. Voilà. En fait, la journée, voilà, c'est ce que vous dites, hein, voilà, c'est Des rituels. le déroulé et voilà, et pareil, il y a les activités, il y a les temps de repas, les temps clés du quotidien, la vie sociale. C'est vrai que ça facilite aussi la transition. Et puis, je rajouterais aussi, j'ai oublié tout à l'heure, l'objectif, nous aussi, parfois, des immersions, pas à chaque fois, hein, mais parfois, quand on observe et quand voilà, la personne elle vient nous dire j'ai envie d'ailleurs, j'ai envie d'être au calme, on se questionne sur l'orientation. Est-ce que si c'est une personne en foyer de vie, est-ce que c'est plus un foyer d'accueil médicalisé? Est-ce que c'est plus UPHA? Et des fois, la limite, elle est, on l'aperçoit pas forcément. Et du coup, voilà, on profite de l'immersion d'une personne du Val-de-Moine et du PHA pour lui dire, voilà, en accord avec la personne, hein, bien sûr, hein, est-ce que tu pourrais, voilà, nous dire, voilà, nous apporter ton expertise et nous dire, donc c'est vrai que, voilà, de par tes observations, est-ce que sur l'UPHA, la personne, elle s'y retrouverait, elle aurait sa place, on pourrait répondre à ses besoins. Et c'est vrai qu'on a pu avoir, j'ai notamment une situation où la personne, on avait à un moment de sa vie, c'était plus en lien avec son état de santé. On avait fait une demande de dérogation d'âge en EHPAD, je ne sais pas si tu te rappelles, Brigitte. Et quand Émilie est venue en immersion, la personne, ses soucis de santé, sa désorientation, c'était, voilà, on avait trouvé voilà, au niveau somatique, ce qui causait ce comportement. Et en fait, elle avait récupéré en autonomie. Et Émilie, quand elle est venue en immersion, on a pu nous dire, moi, par contre, l'EHPAD, voilà, c'est peut-être pas forcément cette orientation. Il faudrait peut-être revoir, c'est peut-être plus UPHA. Et du coup, ça nous avait questionné et on avait cheminé, on avait revu un peu le projet en lien avec le souhait de la personne qui voulait un ailleurs et plus de cadre. Mais ça nous avait permis de réévaluer, en fait. Voilà, parce que de notre côté, on prend appui sur des partenaires extérieurs, sur la famille, etc. Mais aussi, ce partenariat nous aide aussi à avoir ce recul-là et cette expertise, en fait.
de l'évaluation. Une des question besoins de la nous personne. vient, en fait, là on parle des immersions entre professionnels. Est-ce que les personnes que vous accompagnez ont également des temps pour aller visualiser les lieux pour un futur, un ailleurs, que ce soit l'EHPAD, que ce soit les UPH? Oui, alors nous, dans notre partenariat avec le Val-de-Moine, en fait, ce que je disais tout à l'heure, il y a, quand la personne elle exprime son souhait d'un ailleurs, d'être plus tranquille, voilà, on travaille avec elle sur ça et sa famille. Et du coup, toujours avec son souhait, hein, mais voilà, on lui propose de participer à ce partenariat. Dans ce partenariat, il y a trois rencontres. Hein, Autour d'une activité. voilà, c'est ça. Des rencontres qui se font soit à l'EHPAD, hein, au Val-de-Moine, soit au sein du foyer de la Longe-Chauvière, soit au sein du FH, hein, sur 3 lieux différents. Et du coup, ça permet aux personnes de se rencontrer, du PHA et les personnes qui ont le projet d'un ailleurs. En même temps, ça permet aux professionnels aussi de se rencontrer. Et puis après, quand le projet s'affine un peu plus, je vais parler à la place de Émilie, mais voilà, il y a des visites d'établissement qui se font. Alors une visite, 2 visites, ça peut être 3 visites. Hein, voilà, que nous, on accompagne ou pas. Là, c'est en accord avec la personne et puis la famille. Et puis après, quand le projet se peaufine un peu plus, qu'on voit que la mission va arriver, il peut y avoir des temps d'immersion, là pour le coup, pour la personne accompagnée. Ça peut être un repas, un après-midi, de façon ponctuelle ou de façon plus régulière. Ça peut être une journée par semaine, et, le temps qui est une admission. Et puis, ce qui se fait aussi, quand là, vraiment l'admission est actée pour préparer la transition, il y a des temps entre référents de l'EHPAD et des temps entre référents du foyer qui se font avec la personne, avec la famille si elle le souhaite, pour transmettre voilà, de ce qu'elle veut transmettre, de ses habitudes de vie, de comment les accompagner, ce qu'elle a besoin, de ce qu'elle sait faire, de ce qu'elle fait aussi à l'extérieur, ses vacances, ses activités. On a pu aussi, mais alors c'est vraiment du cas par cas, hein, mais on a pu aussi, alors la proximité géographique fait que c'est possible, hein, mais il peut y avoir du détachement de professionnels. Il y a pu y avoir aussi un professionnel de l'EHPAD, hein, qui viennent sur un temps clé, 8h, 10h, pour voir comment on accompagne la personne. Je pense à une personne, voilà, sur le matériel utilisé, parce que la rencontre entre les références ne suffisait pas. Et du coup, il y avait besoin, et pour la personne accompagnée, de se sentir rassurée, qui est le professionnel de l'EHPAD qui intervienne. Voilà, ça a pu être ça. Ça a pu être aussi des contacts téléphoniques après l'admission, où on puisse répondre. Voilà, il y a des questionnements, on n'a pas pu voilà, répondre. On a pu aussi se déplacer pour faire un bilan après l'admission aussi, enfin un bilan, un échange. Voilà, il y a l'admission qui est faite et puis permettre de se rencontrer avec la personne sur est-ce qu'il y a des difficultés, est-ce qu'il n'y a pas de difficultés, faire un point. Voilà. Il y a l'avant, j'oserais dire, voilà, l'avant dans le projet, le cheminement, il y a après l'admission et puis il y a l'après aussi, qui est à prendre en compte dans le parcours de la personne. Peut-être que ça va être redondant. Je me suis pas Vous vouliez rajouter des choses? On est à peu près sur le même process au niveau de la transition. Enfin, du coup, on était sur la transition et on a pu voir que sur le handicap, c'était encore plus important qu'à l'EHPAD. À l'EHPAD, on a une visite en général, 2 visites à peu près, parfois une à domicile quand c'est nécessaire et puis une sur site. Dans le handicap, on a pu déjà expérimenter quelques petits temps d'immersion en fait au fur et à mesure pour un accueil par exemple en UPAD d'une personne qui était en femme, je crois. Du coup, qui est venue pour, je sais plus, Anita, un goûter d'abord, ou je sais plus. Ah oui, oui, oui. Oui, il est venu un après-midi prendre un goûter, et puis avec son éducateur, donc comme ça on a pu échanger, et après il est revenu visiter. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis il était revenu manger, je crois, une fois, passer un temps de un midi, repas, oui, et oui, oui, puis oui. après il est finalement revenu
définitivement. Et là, sur les UPH qui est projeté, c'est effectivement, enfin, on a pu les rencontrer tous à domicile. Ensuite, ils sont venus visiter, donner aussi leur accord et leur consentement. Et puis là, on a maintenu le lien Des repas partagés. avec des repas partagés, puisque bon, comme c'est une nouvelle structure qui va s'ouvrir en septembre, le temps d'attente est un petit peu long pour les futurs résidents. Donc on fait en pointillé des échanges et des moments de partage pour que pour eux ça reste quand même qu'ils puissent se projeter, quoi, continuer de se projeter, continuer euh, d'intégrer le futur changement en fait. Et du coup, on se reverra aussi cet été autour d'un pique-nique. Et puis, ils reviendront à nouveau visiter, certainement avec leurs référentes. Et les futures référentes seront en contact avec les référentes actuelles aussi en septembre pour pouvoir vraiment faire du lien. Et ça se poursuivra puisque Émilie, comme d'autres, nous propose aussi de venir intervenir auprès des équipes pour ben voilà, éclaircir peut-être des situations ou des relations qui peuvent se mettre, voilà, la dynamique de groupe aussi, enfin, tout ce qui peut-être nous est moins commun au quotidien et nous éclairer un peu sur les accompagnements. Donc les immersions, enfin tout ce travail a vraiment permis un partenariat qui dure dans le temps et ça c'est, je pense que dans la transition c'est vraiment essentiel. Merci beaucoup pour pour cet éclairage en fait qui nous apporte des éléments très concrets à la fois sur ce que vous mettez en place, sur votre posture pro, sur vos apports de connaissances enfin, tu parlais effectivement de connaissances conjointes en fait, d'échanges de connaissances entre professionnels. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont mises en place et puis il y en a encore d'autres qui arrivent. Et puis grâce à ces liens tissés, en fait, il y a vraiment une construction qui s'élabore encore et encore. Et tu voudrais nous en parler, Maria? Oui, enfin exactement. En fait, du coup, c'est vrai que par rapport à toutes les différences qu'on avait pu noter justement sur les immersions, en fait, il y a eu des formations. Donc là, un premier partenariat avec le CEFRAS, mais des formations très personnalisées qui se sont mises en place, notamment sur l'accompagnement du projet personnalisé, où là, c'est quand même une vraie différence encore pour l'instant, même si les EHPAD vraiment font un gros travail là-dessus et ça vient de mieux en mieux, mais il y avait une nette différence, surtout sur la rédaction aussi. Donc là, on a pu faire une première formation à ce sujet pour l'équipe. Et puis, la posture professionnelle et éducative. Et le fait de poser un cadre, où ça, bon, on parle pas de poser un cadre auprès des personnes âgées. Donc, voilà, il y avait vraiment cette différence-là qui a été travaillée sur les formations. Et puis, en fait, tout ce travail, au fur et à mesure, nous a permis de nous rendre compte que c'était bien d'aller en immersion quand on allait travailler dans le service. Et c'était aussi bien d'inviter nos collègues qui ne seront pas dans le service directement, mais un peu qui graviteront autour, à faire ces immersions. Donc, on a renouvelé l'expérience avec les salariés hôteliers, bon, c'était proposé aux infirmières, aux accueils, à la blanchisserie, au personnel de nuit, pour que tout le monde puisse aussi vivre cette expérience et se former. En plus des immersions, on a pu être aidé et accompagné par l'équipe mobile ressources et appui des Mauges, notamment Virginie, du coup, qui est venue effectuer une sensibilisation auprès des équipes non UPH, les équipes qui n'avaient pas eu l'occasion d'être beaucoup formées ces dernières années, mais qui seront quand même dans les bâtiments et pour qui c'est important d'avoir quand même une posture face au handicap. Voilà, et puis donc je le disais tout à l'heure, Émilie qui va aussi continuer, Virginie et d'autres, à nous accompagner pour l'ouverture. Oui, c'est riche. Et ça continue sans arrêt. C'est ça. Non, mais on vous témoigne juste, en fait, pendant les groupes de travail, en fait, on voyait dans les échanges que vous avez pu avoir, ça continuait au-delà, en fait. Donc, c'est infini et c'est chouette à voir. Moi, je voulais juste rajouter, c'est important ces immersions, parce que les représentations, l'accompagnement des personnes en EHPAD, des représentations en foyer de vie est différente. Je vois, j'ai participé à une formation sur c'était vieillissement et handicap. Et le personnel qui venait de foyer de vie avait une représentation complètement
aléatoire de l'accompagnement en EHPAD pensait que les personnes ne faisaient rien, elles étaient trop âgées, trop fatiguées, on ne pouvait rien leur proposer, alors qu'on leur a appris qu'il y avait aussi des projets qui étaient mis en place, qu'il y avait aussi pas beaucoup d'activités, il y avait aussi beaucoup de demandes et qu'on pouvait répondre à tout ça. On les a rassurés sur tout ce côté-là, parce qu'ils avaient aussi tout ce questionnement-là. Voilà, nous, les personnes qu'on accompagne, comment ça va se passer après quand il y aura le vieillissement qui sera là. Voilà. Donc, c'est important aussi ces formations-là. Et c'est une proposition qu'on a pu formuler auprès de nos partenaires qui nous ont accueillis en immersion, mais de les accueillir à notre tour sur des immersions en EHPAD pour que aussi ça puisse lever les représentations. Et comme nous, l'UPHA et l'UPHV vont être intégrés à la résidence EHPAD sur un étage de la résidence, c'est important que les professionnels qui vont accompagner les futurs usagers soient rassurés aussi sur notre capacité à les accompagner. Tu lances une candidature au moment du webinaire? Ouais. Exactement. Je vous mets mon 06. On a l'impression, hein, c'est vrai, à vous écouter, que tout est facile. Expérimentation, échange, l'ouverture des possibles, les formes de coopération, de partenariat, les projets personnalisés. Lors de nos premiers échanges, quand même, c'est vrai qu'il est sorti quand même des besoins suite à ces immersions. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui avait été exprimé par les professionnels suite à ces immersions? En besoin, parce que Ouais, vraiment des vraiment, besoins les de formation. Ouais, de sensibilisation. Et de sensibilisation. C'est vraiment ça qui avait été relevé. Surtout les projets personnalisés, juridiques aussi, ça nous faisait peur quand même. Comment rédiger un projet personnalisé, enfin voilà. Les tutrices aussi, on ne connaît pas les rôles des tuteurs et tout ça. Donc, des choses vraiment qui différaient de vos accompagnements avec les personnes âgées. Ouais. Et par rapport aussi à poser un cadre aussi, c'était quelque chose de très important. Comme on disait Marianne tout à l'heure, en EHPAD, on n'a pas trop de côté éducatif. Et donc là-bas, savoir se faire respecter, comment se faire écouter aussi, à bien avoir la bonne posture face à la personne accompagnée. Voilà, on avait tout ce questionnement-là et cette formation nous a quand même beaucoup apporté. Toi, Brigitte, de ton côté, tu avais des besoins après ces immersions où tu t'es dit, il faut que je me forme autrement, il faut que... Ou pour toi, c'était plutôt clair et Ben, moi, je ne connaissais pas le travail en EHPAD finalement. Donc, quand je suis partie une journée en immersion, j'ai passé la matinée sur le PHA et l'après-midi à faire les soins en EHPAD. Du coup, c'était un autre travail. Donc, j'ai appris quand même. Mais après, besoin de formation sur le faire vieillissement. sourire, mais mon âge avançant, j'ai pas eu le temps de faire d'autres formations. Mais par contre, sur les immersions là, avec les personnes qui faisaient partie du groupe, donc il y avait 3 rencontres par an. Donc c'était soit autour de bricolage, un après-midi dansant, une après-midi crêpe, une après-midi jeu. On a fait des plantations aussi au foyer avec les groupes. Chacun a rappelé ses plantes. Et du coup, ce qui était sympa, c'est que les personnes du foyer connaissaient déjà les lieux depuis, parce que ça fait maintenant 4-5 ans, je pense, qu'on fait ces rencontres. Ouais, 2021. Ouais, du coup, c'était pas en terrain connu, quoi. Ils connaissaient les lieux, ils connaissaient les résidents, ils connaissaient déjà les résidents qui étaient rendus à l'UPHA. Donc, ça leur permettait aussi de se retrouver et de voir que ils allaient bien, quoi. Et ça, c'était sympa. Et puis, ils reprenaient leur vie, quoi. Ils parlaient de leurs vacances, où tu pars cet été. Enfin, du coup, il y avait du lien. Et quand du coup, la mission était proche, je pense que ça aide, quoi. Quand on parle de continuité. Hein. Ouais, je pense que ça met vraiment en exergue quand même que la force du lien, en fait, et du travail collectif. Oui. Parce qu'en fait, à partir du moment où on travaille tous ensemble, on est partenaires, vraiment, c'est riche pour tout le monde. Ça amène de la facilité pour tout le monde. Donc là, nous, sur l'ouverture, enfin voilà, c'est vrai que
avec le PCPE, enfin voilà, l'équipe mobile, pardon. Ouais. Puis les différents partenaires, en fait, tout le monde nous propose de venir en fait témoigner. Et ces témoignages, c'est un des besoins vraiment premiers, témoigner de ce qu'est la personne, l'usager, enfin de comment il peut agir. Et c'est vraiment riche en fait à chaque fois les échanges. Ça permet à tout le monde de s'ajuster ou de se réajuster. Et du coup, pour l'usager, d'être au mieux inclus, intégré et que ça se passe le plus en douceur possible. Oui, et puis je dirais le fait de se connaître comme ça et voilà, de l'interconnaissance, voilà, aussi bien des personnes que des pros, ça permet aussi de rassurer aussi l'entourage, de savoir de quoi on parle, de lever aussi les représentations, les craintes. Et si la personne est rassurée et si les pros sont aussi rassurés là-dessus que parce qu'on change d'établissement, que ça s'arrête, tout s'arrête. Non, certes, il y a un peu moins d'activités, mais ce que les personnes recherchent aussi. Mais les activités extérieures continuent, le fait de partir en vacances, ça continue. Les liens sociaux, voilà, continuent aussi avec le repas, les collectifs, les activités. Donc il y a une espèce de continuité. Je trouvais aussi, on n'a peut-être pas parlé, mais dans les similitudes, alors moi je peux parler que de l'expérience avec le Val-de-Moine et qui facilite aussi la transition, c'est que il y a le déroulé de la journée qui est un peu similaire. Il y a les espaces aussi qui sont, on en a un petit peu parlé Brigitte, mais les espaces qui sont relativement les mêmes. Il y a l'espace logement, ils ont leur salle de bain privative qui est pareil que sur les établissements, les différentes salles d'activité, ou voilà. Et je trouve que les espaces sont à peu près les mêmes. Et ce qui est facilitant aussi pour la personne et sa famille, et qu'il y a aussi dans les représentations, c'est qu'ils peuvent emmener leurs meubles, ils peuvent décorer, enfin voilà, il y a une continuité qui se fait. Une continuité voilà, sur les espaces, une continuité sur leur vie, voilà, les activités, une continuité, ce qu'on essaye aussi, c'est du fait de se connaître et de les immerser, une continuité aussi sur les outils. Donc, ils partent avec leur projet, avec voilà, les différents outils, soit de communication, soit leur projet personnalisé. Et je trouve que ça facilite aussi voilà, la transition. Et le fait qu'ils soient, eux, rassurés. Alors, eux, ils cheminent, hein, mais des fois, c'est l'entourage. Hein. Donc, je trouve que ça permet de rassurer un peu tout le monde. Ce que j'ai oublié de préciser, je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes. Le travail avec les familles, voilà, on parlait de triple expertise. Donc, on voyait voilà, les immersions autant sur les personnes elles-mêmes qui sont les premières concernées, les professionnels, mais il y a aussi les familles. Et je trouve qu'il voilà, il y a besoin aussi de cheminer avec les familles, le besoin d'anticiper en amont, voilà, et de pouvoir témoigner. Donc, c'est vrai que nous, voilà, soit on vient rassurer, voilà, parce que ça concerne leurs proches voilà, directement, donc en individuel, soit on a pu retransmettre ce partenariat-là, cette expérience, faire un retour d'expérience voilà, sur des réunions qu'on avait avec les familles, soit on a pu, à une autre échelle, au niveau de la TAPI, pouvoir retransmettre sur, voilà, il y a une commission habitat au niveau de la TAPI 49, on a pu retransmettre avec Émilie qui est venue témoigner aussi de ce partenariat et de ce travail qui est fait, et de ce travail qui est fait avant, pendant et puis l'après. Parce que parfois, il y a aussi dans ces représentations, bah, on va laisser un peu la personne, elle est admise, et puis il n'y a plus de contact après. Et ben non, ça se continue après. Et je pense qu'on a tout ce qui est fait avant, tout ce qui est fait pendant. Il y a aussi l'importance de l'après. Voilà, c'est parce que la personne, elle déménage, elle a un autre projet que nous, voilà, effectivement, au bout d'un moment, la personne, elle a aussi sa vie qui s'articule, qui se construit aussi. Donc, effectivement, voilà, les liens s'estompent, mais ce travail d'après, et que nous, on soit aussi disponibles hein, aussi pour pouvoir voilà, pour cette après-mission. Et puis, dans les outils, je suis obligée. Voilà, je t'ai vu que tu me regardais. C'est le bon.
On a travaillé aussi, voilà, sur, voilà, pas forcément mis en place, mais voilà, sur la personne, voilà, trouver un outil qui puisse, parce qu'on a des outils professionnels, on pense avec la personne, mais un outil qui permette vraiment à la personne de vraiment s'investir et de continuer dans ce cheminement, en fait. Voilà. Merci, Céline. Eh bien, merci à tous. C'est pas un exercice facile. C'était la première fois qu'on faisait ça, donc merci pour vos belles expériences et d'avoir pris du temps pour faire ce webinaire. Je vais juste conclure rapidement en disant qu'il existe une belle dynamique sur le territoire et que c'est ce qui a certainement facilité tout ce travail, cette proximité géographique, ce partenariat. Mais ce qui est présent également, parce qu'on travaille quand même depuis quelques mois sur ce webinaire, c'est l'envie de vous, des professionnels de terrain. Vous aviez envie de partage, vous aviez envie d'apprendre, vous aviez envie de transmettre. Vous aviez cette envie et ça a transpiré en tout cas dans tous les échanges qu'on a pu avoir. On entend que ce tissage partenarial crée une attention dans les interventions pour approfondir, soutenir le projet, transmettre de la connaissance réciproque, assurer les professionnels sur leur démarche et leur posture. Cette démarche, elle continue. C'est ça. Alors, là, c'était une première session. On va reprendre les questions. Là, on vous donne juste des petites infos. C'est un premier webinaire, en fait, justement, avec la transcription de cette expérience et de ces connaissances. On fait avec les professionnels de terrain. Et du coup, on a une programmation. La deuxième date à retenir, ce sera le 15 octobre de 10h30 à 12h, avec l'intervention de Madame Pamar Delphine, qui est l'équipe mobile de gériatrie, faisant partie de l'équipe du docteur Hélène Rivière du CHU d'Angers. Et ça, on parlera plus. En fait, le docteur Rivière parlait de 6 niveaux d'attention par rapport au vieillissement pour maintenir en fait une autonomie. Donc, elle nous en parlera certainement plus que ce que je peux vous dire et transmettre. Si ça se trouve, j'ai déjà commis plein d'erreurs. Voilà. Et puis, une intervention en fin d'année de l'équipe mobile EMAS avec le docteur Le Guerrier et Madame Richard au niveau du 44 et qui nous apporteront des éléments plus d'un point de vue psychiatrique. Des podcasts? Ah oui, c'est vrai. Quand même. Allez, Et donc, podcast, l'idée, c'est d'aller recueillir la parole à la fois des résidents et à la fois des familles et peut-être d'une équipe de professionnels. Je fais un petit clin d'œil à Karima pour recueillir, en fait, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Comment ça s'est passé, cette transition? Et puis, leur projet de vie aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Voilà, c'est un petit peu leur regard qu'on avait envie de recueillir et qui nous serviront peut-être parce qu'on a peut-être le projet de mettre des journées départementales. Enfin bon, bref. Et puis, dernier point, tu m'avais pas dit, hein, le livret dont on parlait. J'ai lancé la perche. Ouais, une grosse perche. Alors du coup, un livret, en fait, il dit « Je parle de moi ». C'est un livret de transition qui a été réfléchi parce qu'en fait, le groupe de travail, il est scindé en 2 sous-groupes. Pareil, on a 2 noyaux d'une vingtaine de personnes. Enfin voilà, ça va, ça vient comme on peut avec les priorités de terrain. Et en tous les cas, il y a vraiment un travail conjoint. Et là, c'est sur l'autre sous-groupe, c'est la construction d'un livret de transition qui est un livret en fait qui donne, c'est rempli par la personne en accompagnement avec ses proches, les professionnels. Et l'idée, c'est de donner un peu son code de vie. Ce qu'il aime pas, dans la communication, comment ça se passe, dans sa relation aux autres, comment ça se passe. C'est ça. Puis l'idée, c'était aussi de pouvoir, s'il y a difficulté, pouvoir identifier que s'il y a telle et telle chose qui est mise en place, tel accompagnement, tel outil, et ben, cette difficulté peut être dépassée et il y a de difficultés que le dossier sur via trajectoire qui peut être limitant, en fait, voilà, l'idée du livret. Ouais. Là, l'idée, c'était vraiment pour un organisme, enfin, une institution qui accueille, en fait, qu'elle ait les meilleurs éléments pour pouvoir se dire comment j'organise, en fait, l'accueil de la personne.
Et puis pour la personne, avoir la possibilité de dire ce qu'elle a Ce envie. qu'elle a envie, et puis de cheminer, parce que ça participe aussi à la transition. Voilà, je remplis mon livret, petit à petit, ça participe avec tout ce qu'on vient de dire, voilà, sur la transition et comment faciliter et la continuité de l'accompagnement. Oui.